Bonjour à tous. Vous savez que nous débutons notre cycle de 4 conférences, même si les derniers dimanches, ce n'est pas une conférence classique, puisque ce sera plutôt un culte musical. Donc, vous savez que donc, il y a 3 conférenciers qui vont se succéder. Françoise Bourron aujourd'hui, qui est docteur en histoire contemporaine et vice-présidente de l'Institut d'histoire des conflits contemporains. Et sa conférence s'intitule « La grippe espagnole, une pandémie dévastatrice ». Vous avez sans aucun doute le programme des autres conférences, mais je vous l'indique quand même avec Éric Ruff, donc dimanche prochain, administrateur général de la Comédie Française. Puis le dimanche suivant, Mathilde Himmer, donc inspiratrice et membre de la gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, le final, donc, un culte musical avec nos excellents organistes. Donc, nous commençons le moment du culte, maintenant, par l'accueil de l'Éternel, notre Dieu. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel, par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et à chacun « Tu es ici chez toi. Tu n'as rien à prouver, rien à plaider, rien à justifier. Tu peux prendre place, respirer au large de l'amour qui t'accueille. À chacun, à chacune, à tous, la grâce et la paix sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Maintenant, c'est le moment de la reconnaissance, de ce qu'on appelle la louange. Pour cet éclat de lumière qui transperce les ténèbres dans lesquelles nous pourrions errer sans fin, pour cette senteur de bonheur qui parvient dans les plus reculés nos arrière-cours, pour ce goût de la vie qui persiste par-delà la fadeur des désillusions et des regrets, pour cet effleurement de tendresse sur nos rides, sur nos blessures et sur les bleus de notre âme, pour cet écho de ta parole qui résiste dans la cacophonie de nos contradictions, pour le sens donné à nos existences, de grâce en bénédiction, loué sois-tu, ô notre Dieu. Je vous invite maintenant à chanter le psaume 33, les strophes 1, 2, 4. Donc le psaume « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Oh
dans Ésaïe 58. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoyer libre ce qu'on écrase et rompre toute espèce de joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de faire entrer dans ta maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Je vous invite à un moment de prière. Éternel, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre petite foi et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice et de la défendre. Relève-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre la parole de la grâce. La grâce de Dieu, la grâce de l'Éternel pour nous tous, sans restriction aucune. Une présence monte en toi, elle est ta force, elle est ton gardien, elle est ta vie. En même temps que toi, elle s'éveille en ta demeure, elle t'accompagne quand tu es mal, elle écoute le cri qui t'étrangle dans ta solitude, elle pardonne quand on te juge, elle persévère quand tu crois que rien ne vaut la peine. Une présence monte en toi, tu vivras. Et maintenant, notre deuxième chant, au cantique 253 et aux strophes 1, 2 et 3. Ce cantique, chantons de joie vers le Seigneur.
Voici le temps. Alors, asseyez-vous, je vous en prie, maintenant, puisque le temps est venu de la conférence de Françoise Bouron sur justement cette terrible grippe espagnole et qui fait écho à notre terrible Covid. Donc, Françoise Bouron est une amie avec qui j'ai travaillé sur plusieurs thèmes ensemble et nous allons sortir en tant que co-auteur un ouvrage cette année sur une problématique sur les monothéismes et la laïcité en problématique comparative, on va dire, avec 5 personnages comme un roman, mais qui sera édité aux éditions Erol. Voilà, donc c'est à toi, Françoise. Si la peste évoque dans l'imaginaire toutes sortes de récits d'horreur, la grippe n'inquiète pas. Elle est associée au froid, à la grisaille. On la confond souvent avec un vilain rhume. À la vérité, on la croit banale, alors qu'elle peut être mortelle. Ainsi, en ce mois d'avril 1918, alors que les Parisiens scrutent le ciel, un ennemi plus redoutable encore que les Gothas, les bombardiers allemands, les menace. Un ennemi invisible, un ennemi silencieux, un ennemi à qui on donnera le nom de grippe espagnole. Car la grippe espagnole a tué entre 20 et 50 millions de personnes dans le monde, plus que la Première Guerre mondiale qui a fait près de 19 millions de victimes militaires et civiles. En France, la grippe déferle en 3 vagues successives. Une première vague qui s'étend d'avril à août 1918, une deuxième vague, la plus meurtrière, qui va de septembre à novembre 1918, et une troisième vague qui touche le pays en février-mars 1919. Les premiers cas de grippe ou de symptômes grippaux, puisqu'au début on a un peu de mal à identifier qu'il s'agit de la grippe, sont signalés courant avril 1918 à plusieurs endroits du territoire français. Dans l'Oise, au sein de la 3e armée française, à l'hôpital complémentaire de Fontainebleau, à Bordeaux, parmi les troupes américaines qui débarquent des bateaux en provenance de New York, et dans la Marne, au camp d'instruction automobile de Ferbriange, où les hommes tombent malades les uns après les autres. Si bien que, en quelques jours seulement, 30% des Européens et 80% des Indochinois qui sont affectés sont grippés. On déplore même 2 morts chez les Indochinois. Le médecin, qui est dépêché sur place pour constater l'ampleur de l'épidémie, tente de trouver des explications à cette importante morbidité. Il se demande si les cas de grippe tardifs, puisque nous sommes, je le rappelle, en avril, ne sont pas dus au fait que les Indochinois supportent mal le climat français et qu'ils étaient peut-être paludéens avant leur arrivée en France. Quant à la grande contagiosité de la grippe, il explique en partie par les conditions de vie des Indochinois qui vivent entassés à 150-200 dans des baraques où l'air n'est que rarement renouvelé. Il note aussi que les hommes utilisent les mêmes gamelles, le même quart et crachent par terre. Des mesures sont aussitôt prises, évidemment, pour tenter de stopper l'épidémie, suspension du travail, distribution de thé chaud, désinfection des locaux et des crachoirs par une équipe sanitaire. Mais rien n'y fait. En mai 1918, les foyers se multiplient sur tout le territoire et il est de plus en plus difficile d'échapper à la grippe. Au front, selon les unités, 10%, 50%, voire même 75% des hommes, des soldats sont malades. Les médecins sont là encore surpris par le caractère soudain de l'apparition de la maladie et par son extrême contagiosité. Mais comme la plupart des malades guérissent finalement assez rapidement et les cas mortels encore très rares, les explications se veulent rassurantes. Ce qui fait dire à ce médecin-major, dans un rapport du 13 mai 1918, « Tous ces évacués arrivent guéris, ne présentent aucune autre manifestation de la maladie qu'une fatigue, plus ou moins accusée par eux, certaines moins grandes qu'ils ne le disent,
à en juger du moins par l'agilité et la souplesse avec lesquelles la plupart sautent hors des camions qui les amènent. Ma conclusion qu'il s'agit d'une maladie bénigne s'affirme ainsi davantage encore. En revanche, dans les lettres que les soldats envoient à leurs familles et à leurs amis, l'inquiétude est beaucoup plus présente. Nous devions rester 20 jours en première ligne, mais je ne sais pas si nous pourrons y tenir, car nous ne sommes qu'à la moitié, et beaucoup d'hommes sont malades, écrit un soldat à une amie en mai 1918. Je suis un des rares bien portants de la compagnie. Presque tous sont atteints de maux de tête et souffrent de la fièvre. C'est une véritable épidémie à laquelle je ne pourrais véritablement échapper, malgré mon désir de rester valide, écrit cet autre soldat à son frère, toujours en ce mois de mai 1918. À l'arrière aussi, la grippe fait ses ravages, même s'il est très difficile d'en mesurer l'importance. Il ne faut pas oublier qu'en cette époque, on est quand même en mai 1918, et on n'appelle pas le médecin pour une simple grippe, d'autant que la plupart sont mobilisés au front. Et pourtant, malgré tous ces cas de grippe qui se multiplient sur le territoire français, dans la presse nationale, les articles sur l'épidémie sont quasiment inexistants jusqu'à la fin du mois de mai 1918. Il faut dire que la France vit des moments difficiles sur le plan militaire. Le 21 mars a débuté la première grande offensive allemande à l'ouest. Et le 27 mai, les Allemands sont parvenus jusqu'à la Marne. Quant aux Parisiens, comme je l'ai dit, ils traversent des heures particulièrement difficiles, car ils subissent à la fois les raids meurtriers des Gotha, donc les bombardiers allemands, et aussi les tirs de la grosse Bertha, le canon monstre qui terrorise la capitale. On comprend donc que dans ces conditions, la grippe espagnole ne soit pas le premier souci des Français ni des journalistes. Fin mai, pourtant, des renseignements alarmants arrivent d'Espagne. Cette fois, la presse s'en fait l'écho. Est-ce d'ailleurs pour cette raison que la grippe de 1918-1919 deviendra pour toujours la grippe espagnole? C'est fort possible, car l'Espagne, qui n'oublions pas un pays neutre, est le premier à avoir parlé de l'épidémie de grippe et avoir fait état de son ampleur. C'est ainsi que le 31 mai, l'ambassadeur de France en Espagne informe Paris que, et je cite, « l'épidémie s'est propagée avec une rapidité extraordinaire. Elle paraît avoir fait son apparition à Madrid, il y a une semaine environ. 3 jours après, 70% de la population était atteinte. De Madrid, elle a gagné la province, les grandes villes, puis les campagnes, dans des proportions analogues à celles que je viens de citer. Les principaux foyers ont été les casernes, les ateliers, les administrations, les maisons de banque et en général les lieux fermés de travail sédentaire ou d'existence en commun. Il semble au contraire que les personnes vivant en plein air, de travail physique, ont mieux résisté. Toutefois, le nombre des sujets atteints est même dans ce cas très considérable. Pour tenter de contenir l'épidémie, la France tente de surveiller les frontières avec l'Espagne, ou les ferme, quand c'est possible. Et puis, elle cherche à se rassurer. Les conditions météorologiques de l'Espagne sont citées comme cause favorisante. Les alternances violentes du climat espagnol favorisent la virulence du microbe qui pourrait atténuer dans un climat plus régulier, comme celui de la France, peut-on lire dans un courrier du ministère des Affaires étrangères, le 6 juin 1918. Par chance, outre son extrême contagiosité, la grippe qui touche de préférence les hommes entre 20 et 30 ans, c'est vraiment une des caractéristiques de la grippe espagnole, connaît encore une évolution brève et bénigne et est rarement mortelle. En juillet 1918, nombreux d'ailleurs sont ceux qui pensent, y compris d'ailleurs les médecins, que l'épidémie est en voie d'extinction. Mais en réalité, si la grippe semble en voie de décroissance, les malades commencent à présenter des complications pulmonaires graves. En mai,
un grippé sur 8 seulement présente ce type de complications. En août, c'est près d'1 sur 2. Donc une grippe peut-être moins contagieuse, mais plus meurtrière. La presse se montre à présent beaucoup plus bavarde, pas sur la grippe qui sévit en France, mais sur les manifestations de la grippe à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. C'est ainsi que les Français apprennent, grâce au Matin, un des 4 quotidiens de l'époque, qu'à Londres, 10% du personnel des grands magasins sont absents, qu'à Dudley, 4000 enfants sont malades et que toutes les écoles sont fermées, qu'à Manchester, 70 tramways ne circulent plus en raison de l'absence de 3000 conducteurs. Mais que les lecteurs se rassurent, les Français ont une constitution solide qui résiste bien au virus de la grippe. C'est ce qu'on peut lire dans le Matin du 6 juillet 1918. En France, affirme le journaliste, elle est bénigne. Nos troupes en particulier y résistent merveilleusement. Mais de l'autre côté du front, les Boches semblent très touchés. Est-ce un symptôme de lassitude, de défaillance d'organismes dont la résistance s'épuise? Quoi qu'il en soit, la grippe sévit en Allemagne avec intensité. Le 31 août, alors que l'épidémie s'aggrave brutalement dans le sud de la France, à Marseille, à Toulon, à Hyères, à Aubagne et ailleurs, le Matin persiste et parle toujours d'une petite épidémie. Et pourtant, la maladie défie tout pronostic. Un cas qui semblait bénin se transforme du jour au lendemain en cas grave, avec une évolution très souvent fatale, comme en témoigne ce responsable du secteur médical qui se trouve à ce moment-là dans le sud de la France. Le plus souvent, parfois, après quelques jours de maladie, un individu jeune, vigoureux et jusque-là bien portant est atteint de fièvre et d'accidents pulmonaires. Quelques heures après la mort, le cadavre se violace, la face se bouffit, et presque toujours une spume rose et sanglante fait tissu par la bouche et les narines. L'autopsie montre des poumons gonflés, tuméfiés, d'une coloration noire, violet, d'où ce nom de grippe violette que l'on donne parfois à la grippe espagnole. À partir de septembre 1918, cette fois-ci, une vague mortelle déferle sur le monde. La pandémie s'étend en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Des télégrammes arrivent du monde entier, de Porto Rico, d'Éthiopie, de Libye, du Brésil et de Mascate, où le responsable consulaire signale que la grippe a fait bomber jusqu'à 750 victimes par jour et s'est propagée dans tout le golfe Persique. En Suisse, on raconte que la grippe serait plutôt la dengue, le typhus, le choléra, voire même la peste. Les informations qui arrivent d'Espagne sont contradictoires. Certains parlent de décroissance, alors que d'autres parlent en revanche d'augmentation. En France aussi, l'épidémie s'aggrave. À Lyon, depuis le début du mois de septembre, 30, 40, 60 et jusqu'à 100 grippés sont admis chaque jour à l'hôpital. Et parmi ces grippés, de plus en plus de cas compliqués, de plus en plus de décès. Aux armées, courant septembre, 1 soldat sur 2 grippés décède. Devant la multiplication de ces cas de grippe, c'est évidemment l'incompréhension, l'inquiétude. À l'arrière, comme au front, on cherche un coupable, celui qui est à l'origine de cette terrible pandémie de grippe. À Paris, le bruit court que l'épidémie de grippe espagnole aurait pour origine la consommation de conserves alimentaires dans lesquelles l'ennemi aurait introduit des bacilles pathogènes. On raconte aussi que des oranges, en provenance d'Allemagne, auraient subi des injections de même nature. On accuse les Américains d'avoir apporté la grippe sur le sol français, une grippe qui, dit-on, aurait débuté en février 1918 à la prison de Sing Sing. Pour d'autres encore, notamment pour les soldats qui sont au front, elle serait due aux obus à gaz envoyés par les Allemands. Tout le monde s'interroge. Dans quel pays, sur quel continent la grippe a-t-elle débuté? En Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou en Asie? Ce qui est sûr, c'est que pour tous, la grippe a débuté ailleurs que dans son propre pays. Alors, pour tenter de limiter l'extension de l'épidémie, on prend des mesures.
Aux armées, par exemple, on distribue des boissons chaudes, du café, de la menthe, et puis surtout, et ça plaît beaucoup aux combattants, de l'eau de vie. On donne de l'aspirine, de la quinine. On demande aussi aux soldats de se gargariser avec de l'eau chaude, dans laquelle on ajoute quelques gouttes de permanganate. On désinfecte les cantonnements, on fournit plus de couvertures. On préconise aussi l'isolement précoce et rigoureux des sujets atteints. Les combattants reçoivent aussi l'ordre de mettre leur toile de tente entre leurs couchettes la nuit pour éviter de respirer l'air du voisin. Et on suspend ou on interdit les permissions à destination des localités consignées dont la liste s'accroît de jour en jour. On n'est pas très loin du confinement. Dans les hôpitaux, en dehors des indications courantes comme les gargarismes, l'huile camphrée, les grands enveloppements humides et froids du thorax, on plonge les malades dans des grands bains chauds à 40%, où on pratique la saignée générale, renouvelée à plusieurs reprises ou locale. Et puis on essaye d'appliquer tout un tas de mesures prophylactiques, le desserrement des lits par exemple, l'installation des grippés dans des services spéciaux, la séparation des grippés simples d'avec les grippés compliqués, l'isolement des malades au moyen de draps, de paravents ou de cloisons de bois, l'affectation pour les grippés compliqués d'un personnel infirmier spécial, soumis à des règles d'hygiène sévères. Donc on les oblige à porter des blouses, à se gargariser, à se laver régulièrement les mains. On recommande aussi au personnel médical de porter des masques protecteurs, comme celui que les chirurgiens mettent quand ils opèrent. À quoi ça ressemble? À l'époque, c'est 3 ou 4 compresses de gaz appliquées devant le nez et la bouche et imbibées en permanence de goménol ou de calyptol. En octobre 1918, l'épidémie prend un tour dramatique. Il y a de plus en plus de cas compliqués, de plus en plus de morts. Partout, les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de malades. À l'hôpital Saint-Antoine à Paris, les services sont encombrés, les salles sont combles. Alors, quand on ne peut refuser les malades, on les met dans des couloirs ou à l'entrée de l'hôpital en attendant qu'un lit se libère, car rien ne semble vouloir arrêter le mal. Dans les villes, on essaye de prendre des mesures pour limiter la contagion. À Lyon, par exemple, la rentrée des classes est repoussée, les convois funèbres sont supprimés et les corps conduits directement au cimetière, la nuit de préférence évidemment pour ne pas inquiéter les populations. À Clermont-Ferrand, les spectacles et les réunions sont interdits. Les journaux publient aussi des conseils de prophylaxie collective et de prophylaxie individuelle, lavage des mains, de la bouche et des dents après chaque repas, gargarisme, matin et soir avec de l'eau oxygénée ou de l'eau dentifrice. On demande aussi aux gens de désinfecter, de laver les vêtements, en particulier ceux qui sont directement en contact avec la peau et bien entendu de porter un masque. Et si un malade se déclare dans une famille, on conseille de l'isoler. Et s'il n'y a pas de place dans la famille, de l'amener immédiatement à l'hôpital. Les journaux recommandent aussi de ne plus balayer les lieux publics à sec, d'éviter les réunions trop nombreuses, aussi bien en plein air que dans les lieux fermés, comme les lieux de culte, les théâtres, les cinémas, les grands magasins ou encore le chemin de fer. Les pharmacies sont pris d'assaut, surtout quand on entend parler d'un médicament miracle, un médicament qui, soi-disant, marche. C'est ainsi que le 26 octobre, le Petit Parisien, un autre journal à grand tirage, puisqu'il tire à peu près à 1 million d'exemplaires, ce qui est énorme, provoque une importante ruée chez les pharmaciens. Pour fabriquer la formule dévoilée dans le journal, pas moins de 13 étapes sont nécessaires, sans compter le nombre faramineux d'ingrédients nécessaires. Il faut de l'aspirine, du citrate de caféine, criagémine lumière, benzoate de soude, thermine et j'en passe. Il faut en plus des tisanes d'orge, de chien-dent, de queue de cerise, enfin une liste absolument énorme, soit un coût qui correspond en gros à 1 semaine de travail d'un ouvrier. Et puis, parce que la souffrance est trop grande ou parce qu'ils sont pris par un délire aigu, la grippe a conduit parfois au suicide des hommes et des femmes. C'est ce qui est arrivé par exemple au soldat Doucet,
qui, après s'être brusquement agité, s'est remis sous ses couvertures, a semblé chercher un objet dans son lit, et sans proférer la moindre plainte, a présenté à son voisin de lit un bout d'intestin. Comme lui, d'autres grippés ont été pris de délires aigus, sans pour autant tenter de mettre fin à leur jour. C'est le cas de cette femme, Madame G, âgée de 38 ans. Elle a une grippe violente, avec une forte fièvre qui dure 4 à 5 jours. Le 10e jour, sans raison apparente, elle se met à délirer, un délire très mystique. Elle reçoit des médecins, très poliment, leur parle de la mission dont Dieu l'a chargée sur terre. Et cette mission, c'est aller à Rome, voir le pape, pour lui demander de se dépouiller de toutes ses richesses et de le faire revenir à la pauvreté évangélique. Elle doit aussi supprimer la confession et l'ingérence de l'Église dans la politique. Elle ajoute aussi que Dieu, après sa mission, la nommera reine de France et que son mari régnera sous le nom de Julien Ier. 4 semaines plus tard, Madame G commence à douter de sa mission. Et au bout de 2 mois, elle reprend ses activités. Elle a alors tout oublié de la mission que Dieu lui a confiée. Heureusement, en France, en novembre 1918, la grippe entame sa décroissance. Le 13 novembre, 2 jours après la signature de l'armistice, le journal titre « La grippe est en déroute, ainsi que les boches ». Le moral est meilleur, le nombre de malades diminue, de même que le nombre de morts. La vie reprend son cours, même si ailleurs dans le monde, la grippe sévit encore, notamment en Inde. En janvier 1919, la situation continue à s'améliorer. Pourtant, la grippe est toujours là. Aux armées, 5819 cas de grippe et 422 décès sont signalés. Car malheureusement, le drame est loin d'être terminé. Mi-février, la grippe reprend de la vigueur. Le nombre de malades augmente et avec lui, le nombre de morts. La plupart sont dus à des complications pulmonaires, des pneumonies. Dans les hôpitaux, presque tous les lits sont occupés. Heureusement, les médecins, démobilisés à présent pour la plupart, sont plus nombreux que dans la première vague. Les journaux publient les statistiques de la grippe à Paris, statistiques évidemment qui inquiètent la population. 901 décès la dernière semaine de février, 649 décès au cours de la première semaine de mars, puis 296 et 161 décès au cours des 2 semaines suivantes. Ça décroît. Et comme pendant la deuxième vague, les charlatans s'emparent du marché juteux que représente la grippe espagnole et vendent des médicaments miracles. Ainsi, le Grippécure, je cite, coupe rapidement la fièvre et provoque dès le premier jour l'évacuation de l'intestin qui débarrasse l'organisme des humeurs pécantes. Il arrête le rhume et fait disparaître les maux de tête. C'est un tonique puissant qui rétablit les forces physiques et par suite relève rapidement le moral. Ou alors encore le révulsif boudin qui soigne les grippes, les rhumes, mais aussi les lumbagos, les névragies, les sciatiques. Un produit qui en plus est facile à utiliser puisqu'il s'applique au pinceau, soulage immédiatement et miracle, ne laisse aucune trace sur la peau. Citons aussi, parmi tous ces médicaments qui sont soignés censés guérir de la grippe espagnole, le puissant Réastar, qui guérit aussi bien la tuberculose que la grippe espagnole. Et je cite la publicité, non toxique, bon pour l'estomac, bienfaiteur surtout des alvéoles pulmonaires. Le Réastar a vite fait d'atteindre le siège du mal, car à cause de sa douceur, il est accueilli en ami par nos cellules. La grippe guérit en faisant place à la gaieté messagère de la santé. Heureusement, on observe bientôt en France une décroissance des cas mortels. En mai, les populations peuvent enfin respirer. La pandémie de grippe a pris fin, mais elle a marqué les mémoires et fait en France entre 200 000 et 400 000 victimes. Et parmi elles, Guillaume Apollinaire, qui est décédé 2 jours avant l'armistice de la grippe espagnole. Il y a aussi parmi les personnes célèbres le peintre Egon Schiele et son épouse, fin octobre 1918, et Edmond Rostand, qui est décédé le 2 décembre 1918 de la grippe espagnole.
Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci pour cette conférence et cette grippe espagnole qui nous parle beaucoup, hein, parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de parallèles avec le Covid, les fake news de l'époque, les fausses assurances et plein de choses aussi. Merci beaucoup. Maintenant, nous continuons le déroulement de la liturgie et je vous invite à vous lever pour la confession de foi. Il s'agit d'une confession de foi que vous avez sur vos feuilles. C'est celle des remontrants des Pays-Bas. Les remontrants, ce sont nos frères et sœurs réformés libéraux des Pays-Bas. Voici ce que nous pensons et croyons. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant de ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon pour qu'ils louent et servent Dieu en chantant, en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme rempli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit, au-delà de sa propre mort, de notre mort. Il est pour nous un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu,
l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faibles et vulnérables, nous nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance. Car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité, tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur, dans le temps et l'éternité. Amen. Maintenant, c'est le moment de notre troisième chant, le cantique 242 en intégralité. Nous t'invoquons, ô Seigneur. Maintenant, c'est le temps des annonces. Eh bien, comme Jean-Paul l'a rappelé au début de ce culte, nous sommes heureux d'accueillir nos invités aujourd'hui, Madame Vouron, pour ce cycle de culte conférence qui donc durera jusqu'au 7 février et nous aurons la joie dimanche prochain d'accueillir et d'écouter donc Éric Ruff, qui est l'administrateur général de la Comédie Française. Pour chacun de ces cultes, il est indispensable de s'inscrire, étant donné que le nombre de places est très limité dans le temple actuellement. Alors pour vous qui êtes ici, vous pouvez vous inscrire dès la sortie du culte sur le cahier qui se trouve sur la table au fond. Votre inscription sera tout de suite prise en cause. Si d'autres personnes que vous connaissez souhaitent s'inscrire, vous pouvez, déjà d'une part leur donner les documents, les petits flyers qui sont sur la table au fond, et leur dire de s'inscrire à partir de cet après-midi ou ce soir sur le site du Foyer de l'Âme. Il y a sur la première page un lien, une adresse qui permet de s'inscrire. Il suffit de donner son nom et le nombre de personnes
Merci à notre amie Brigitte qui recueille tout ça, range les noms par ordre alphabétique même pour qu'on puisse vérifier le dimanche. Donc, pour chaque culte, il faut s'inscrire à partir du dimanche après-midi précédent. Voilà. Pour d'autres annonces des activités au foyer de l'âme, comme chaque dimanche, une collecte est réalisée ici, et particulièrement entre midi et 1h après le culte, une collecte au profit des Restos du Cœur. Nous recueillons les dons de produits alimentaires non périssables, bien sûr, mais également de produits d'entretien et de produits d'hygiène et de produits bébés. Donc n'hésitez pas, vous pouvez tous les dimanches apporter quelque chose. Il y aura quelqu'un qui se trouve à l'accueil, dans l'entrée du temple. Aujourd'hui, ce sera Karine, merci à elle. Et vous pouvez également le signaler aux personnes à qui vous signalez également les cultes de conférence. Pour cette semaine qui vient, il y a quelques activités prévues, quelques réunions, particulièrement la page mercredi 20. Mercredi 20, ce sera le groupe biblique du soir qui a commencé depuis le début de son parcours en octobre, la lecture de l'intégralité de l'épître aux Galates, l'épître de Paul aux Galates. Donc ce groupe se réunira mercredi 20 de 19h30 à 21h. C'est une réunion qui a lieu par visioconférence. Alors j'envoie le lien aux personnes dont j'ai les coordonnées, et si vous souhaitez y participer pour la première fois, il faudra m'envoyer un mail afin que je vous transmette ce lien qui sera envoyé de toute façon mardi pour la réunion de mercredi. Donc pour cette épître aux Galates. Et puis il y aura donc dimanche prochain le culte à 10h30 avec l'accueil de la conférence d'Éric Ruff. Peut-être les habitués seront tenus au courant, peut-être le groupe Évangile et Liberté va-t-il aussi reprendre ses rencontres, toujours par visioconférence. Effectivement, la prochaine réunion était prévue le samedi 23. Pareil, les habitués seront prévenus par mail. Et puis, si vous êtes aussi intéressé par rejoindre ce groupe pour la première fois, envoyez-moi un message dans la semaine. Notre amie Nicole, voilà, notre amie Nicole nous dit qu'elle peut toujours faire pour les gourmands des galettes des rois. Il suffira de lui signaler à la sortie du culte et puis elle les apportera dimanche prochain, c'est ça. Voilà, donc si vous êtes gourmand en plus d'être intéressé par les conférences, vous pouvez conjuguer les deux. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Juste pour vous dire que donc, pour vos amis, familles qui n'auraient pas pu venir, ce culte a été enregistré en vidéo. La vidéo sera mise sur le site du Foyer de l'Âme ce soir à 20h. Tout monté, tout bien grâce à notre amie Héloïse Capmeil qui s'occupe depuis qu'il y a des vidéos, des enregistrements et beaucoup du site. Elle fait un travail formidable et cet après-midi, elle va travailler pour monter les 3 vidéos qu'on va lui envoyer et faire un ensemble qui sera disponible donc dès ce soir 20h sur le site du Foyer de l'Âme. Et puis je signale aussi, puisque nous l'avons récemment appris, que les conférences, mais les 3 conférences seront diffusées également sur par Fréquence Protestante, la radio protestante, sur son site web. Il faudra se renseigner pour les heures de diffusion. Nous n'avons pas pu accueillir aujourd'hui les libraires de la librairie Jean Calvin. J'espère que cela se fera pour les 3 prochains cultes. D'autres choses? Non. Alors, voici le moment de l'offrande. Que votre offrande soit libre et joyeuse, qu'elle soit à la fois une louange, une reconnaissance, une solidarité et une expression de confiance.
c'est le moment de la prière d'intercession, suivie du Notre Père. Notre Père, fais monter encore et toujours en nous ton Saint-Esprit, afin que, libérés par ta grâce, nous marchions ensemble au milieu des déchirures de ce monde et nous proclamions la bonne nouvelle de la réconciliation, de la guérison et de ta justice. Dans la joie de l'esprit de résurrection, nous marcherons au milieu de l'exclusion et du désespoir dans la promesse de la plénitude de la vie. Dans l'espérance, nous traverserons le désarroi causé par tous les mépris et les crises d'identité en discernant les signes de l'accomplissement de ta volonté de Père. Ainsi rassemblés, nous pouvons dire à haute voix ou rester silencieux ou dans notre cœur, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter un nouveau cantique, le 389, et les strophes 1 à 4. Ah, 1 et 4, pardon. Donc 1 et 4. Donc on va chanter un peu moins, voilà. Donc 1 et 4, demeure par ta grâce. Maintenant, c'est le moment de la bénédiction de notre Dieu. La grâce du Seigneur vous accompagne. Que toute votre vie en soit le reflet et le témoignage. Éclairez, réconfortez, encouragez. Allons dans la paix de l'Éternel. Amen.